pour me présenter, je m'appelle donc Stéphane Guiotti, je suis chercheur au CNRS ici à Montpellier, à l'université Paul Valéry, dans un laboratoire qui s'appelle ARDEV. Ma discipline, c'est la géographie et je suis plus particulièrement spécialiste des problématiques de l'eau à l'échelle de la Méditerranée. Donc, plus particulièrement des espaces où il y en a peu ou beaucoup, mais jamais au même endroit, au même moment quand on en a besoin. Et pour vous parler de la thématique de ce soir, pour faire très court, ma porte d'entrée sur cette question du littoral, elle n'est pas sur la ligne de rivage, elle est sur la question des eaux, les différents types d'eau, et sur des objets particuliers qui sont à proximité de ce littoral, qui sont les espaces lagunaires et les complexes lagunaires. Donc c'est par les systèmes hydrauliques et hydrologiques de l'aval des bassins versants méditerranéens que je suis rentré en contact avec cet espace littoral. Et donc ce soir, c'est pas des lagunes seulement dont je vais vous parler, mais font partie de ce complexe littoral. C'est, plus que l'exposition s'appelle empreinte humaine, c'est justement d'essayer de décentrer, de décaler un petit peu le regard de cette grande politique d'aménagement qui a transformé le paysage et la société languedocienne. Ça a été rappelé il y a 60 ans. Et c'est d'essayer d'incarner ce littoral par trois types de figures, trois hommes, trois empreintes humaines, qui par leur positionnement, leurs travaux, ont transformé les économies littorales du Languedoc. Alors ces trois hommes, c'est Gaston Bessette, célèbre pour son ouvrage sur l'étang de l'Or, c'est Philippe Lamour et c'est Pierre Racine. Alors pour éviter de faire uniquement un cours un petit peu désincarné, j'ai choisi en termes d'introduction de vous présenter à partir de ce magnifique outil qui est la fresque Rivage Hérolté, trois petites vidéos tirées de l'INA. Alors deux directement en lien avec les hommes dont je viens de vous parler, puis un de manière indirecte, puisqu'il n'y a pas de vidéo qui concerne Gaston Bessette, mais au moins son environnement et la façon dont il a vécu, il se représentait ces milieux. À la suite de quoi, je vous proposerai une mise en perspective de ces trois hommes, de ces trois trajectoires, pour essayer d'embrasser ces rivages héroltés et de l'Occitanie, au regard de leur trajectoire passée, mais aussi de leurs enjeux actuels et des perspectives qu'on peut essayer d'en tirer. Voilà, donc je vous propose tout de suite la première, dans l'ordre, hein, c'est un peu arbitraire, mais d'abord Gaston Bessette, puis ensuite Philippe Lamour, et pour finir Pierre Racine. Des heures sur cette surface, je ramais doucement puis je ne ramais plus. Les pelles, en pénétrant dans l'eau, semblaient blesser la surface unie. Je regardais. L'étang de l'Or était d'or. Débouchant tout à coup des roseaux, l'étang s'ouvrait à moi comme une proie de nacre. Le soleil était chaud, il n'y avait pas un souffle. Seul le cri sec et minuscule des troglodytes froissait l'herbe. Alors je regardais. L'étang était là, sous moi, autour de moi. J'étais contre lui et j'étais seul, et j'avais brisé ma solitude. Il n'était pas une proie, il serait le compagnon de ma vie. L'étang de Moguiau, encore appelé l'étang de l'Or, se trouve au sud du département de l'Hérault et plus exactement au sud de Montpellier, entre Montpellier et la mer. Le meilleur moyen de découvrir l'âme de l'étang de l'Or, c'est très certainement à partir des textes de Gaston Bessette dans son ouvrage L'étang de l'Or, à savoir les cabanes qui bordent l'étang, particulièrement les cabanes du Salaison, les bords de l'étang, à savoir les marais dans lesquels il existe encore des taureaux et toute une faune particulière, et bien sûr sur l'étang lui-même avec soit un négafole, soit un bateau un peu plus important à rame ou avec une voile qu'on appelle ici une pentorgue. Les cabanes de Melgueil ou du Salaison, c'était tout ce qu'on voulait en fait d'abri. Des cabanons, des cabanettes, de pauvres bâtisses de briques ou de pierre, de simples maisons, des habitations inhabitables, des refuges que la fantaisie des pêcheurs ornait de filets, de nasses, de violons à anguilles. Primitivement, la cabane, hutte gauloise, était ronde et construite avec cette herbe aquatique qu'on appelle sagne. Une telle habitation est bien adaptée au pays. Elle se protège contre le vent, le froid, la chaleur, se construit à l'aide de matériaux pris sur place, troncs d'ormeaux, branches de sol flexibles pour le mât et la charpente, sagne et sable pour le revêtement. Peu à peu, des éléments bâtis se sont ajoutés à la hutte primitive
et la cabane, comme un bateau renversé, tend sa proue ronde contre le Mistral. L'étang de l'Or avait ainsi, avec sa faune et sa flore particulières, sa linguistique et sa phonétique semblables à celles des étangs voisins, mais déjà différents. Lorsque les bords sont enchevêtrés dans un méli-mélo de broussailles, d'herbes, de vases inextricables, cela s'appelle la rastagagne. D'autres herbes au fil de l'eau sont des grattes, fraîches comme des râpes, et elles nourrissent les macreuses. Il semblerait que la désolation fût l'expression naturelle de ce lieu. Le vent s'y lamente sans retenue. Je me suis faufilé dans un repli de la rive. Alors j'ai entendu les beuglements des taureaux de la manade de Saint-Just. L'herbe jaune ne peut plus les nourrir. Ils errent, invisibles dans les roselières inextricables, et, parfois un de ces descendants de l'antique race de Knossos vient sur le bord, s'enfonce dans l'eau jusqu'aux naseaux, tend les naseaux et lance son cri vers le large. Les gardiens vont bientôt venir chercher les taureaux pour les faire hiverner au grand radeau de Camargue. Gaston Bessette n'était pas un chasseur. Or, l'étang de l'Or, ici, tous les habitants le connaissent par la chasse, bien souvent, et particulièrement ce qu'on appelait les battues aux macreuses, qui était quelque chose vraiment d'exceptionnel qui attirait des chasseurs de partout, Montpellier, bien au-delà de Nîmes. Les gens venaient autrefois, même, paraît-il, en calèche pour ces battues aux macreuses, que j'ai connues encore il y a une quinzaine d'années, et qui était réellement un monde extraordinaire. On voyait des nuées de mégafoles qui sortaient de tous les canaux, des cabanes du Salaison, des cabanes de la Cadoule, des cabanes de l'Ansargue. Tous ces mégafoles sortaient et on allait chasser ces escapoulons de foulques, c'était de véritables îles flottantes de foulques. La façon de saisir l'âme de cet étang est exactement identique 20 ans après, et je pense même à l'heure actuelle, quelqu'un qui arrivera sur l'étang et qui arrivera à en saisir le charme ressentira exactement les mêmes choses que Gaston Bessette. Donc une première approche plutôt autour une approche plutôt sensible, avec du vocabulaire bien particulier, un rapport intime à l'espace. Et là, pour vous montrer un peu les différents types de représentations, une deuxième vidéo. Le projet, c'était un projet d'aménagement général du territoire de ce littoral, à la fois pour le tourisme, pour la pêche et pour l'exploitation des étangs. Et puis, on a donné la priorité au tourisme pour des raisons d'ailleurs tout à fait normales, parce que c'était le seul qui justifiait les considérables investissements qui ont été amenés à faire sur un terrain nu où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni aucune commodité. Et une fois qu'on a commencé à aménager le tourisme, il fallait le rentabiliser, de sorte que depuis 10 ans, on a poussé le tourisme jusqu'au point où il est maintenant, un point de non-retour d'une part, et d'autre part, point dans lequel les équipements publics permettent maintenant aux initiatives privées de continuer l'effort primitif de l'État et, sur sa lancée en régime de croisière, de développer le tourisme de façon normale. Mais alors, on voulait aussi aménager l'espace qui était marin et qui était mal utilisé. Qu'a-t-on fait? Le plan primitif était d'associer, n'est-ce pas, le tourisme avec un aménagement des étangs de façon à développer une activité particulièrement importante dans le monde moderne qu'est l'aquaculture, c'est-à-dire la culture rationnelle, si vous le voulez, du poisson et de la conchyliculture, de l'huître et de la moule, auquel ce pays se prête particulièrement en raison de ses cordons littoraux avec les lagunes. Alors maintenant, nous reprenons ce projet primitif qui figurait dans le rapport qui avait été fait en 1953 pour l'aménagement de l'ensemble de la région du... Dès 1953. Dès 1953. Il a fallu 10 ans pour qu'on passe à l'activation de la première phase. Ce n'est pas très long, croyez-le bien, Bon, à la condition qu'on le fasse. Alors, de 1953 à 1976, ça fait très long pour penser vraiment au milieu aquatique. Je crois que c'est une très bonne conjoncture, car ça a permis de bénéficier de très grands progrès faits dans cette matière, en particulier par les Japonais, qui nous amènent maintenant alors à avoir un plan qui commence au 7e plan, se terminera au 8e ou 9e plan, pour un équipement d'assainissement complet des étangs littoraux, permettant alors d'abord une aquaculture rationnelle, c'est-à-dire une véritable production rationnelle du poisson. Le professeur Paris actuellement à 7 fabrique du loup. Il fabrique du loup, c'est-à-dire qu'il décuple, si vous le voulez, les possibilités grâce à une thermie
de caractère constant, et la conchyliculture, c'est-à-dire l'huître et la moule, ont fait depuis quelques années d'immenses progrès dans le bassin de Thau en particulier, et nos conchyliculteurs se sont considérablement modernisés. On sait bien qu'il faut y venir. La pêche industrielle, la fabrication du loup, de la moule. Vous n'avez pas peur qu'ici, il y ait des milieux conservateurs qui disent non à ce genre de développement? C'est tout de même moins ennuyeux que la pêche au chalut qui racle les fonds et qui vide les mers. Ici, nous avons le contrôle de la production, nous pouvons l'adapter aux besoins. Il y a par conséquent une espèce de domination. On maîtrise un peu ce genre de pêche. L'aquaculture est essentiellement à la fois une science et un art de la pêche, permet de le maîtriser. Eux, ils s'adaptent très bien avec nos pêcheurs traditionnels de caractère familiaux parce que ce ne sont pas des moyens industriels, c'est un perfectionnement de méthodes anciennes. Il faut tout de même échapper à une tradition qui est millénaire, mais enfin qui avait réduit la pêche ici à ce qu'elle était du temps des Grecs, n'est-ce pas? Et puis, le Président, vous le disiez, on a attendu, bon, mais au moins on ne fera pas les erreurs des autres. Oui, le gros avantage d'être en retard, c'est le seul avantage d'être en retard, c'est de profiter de l'expérience d'autrui pour ne pas faire les mêmes erreurs. On peut dire que sur ce point, ici, tant en ce qui concerne le tourisme qu'en ce qui concerne ces nouvelles activités, on a vraiment le profit de l'expérience d'autrui. Alors ici, tout de même, nous avons une situation de l'emploi qui est extrêmement lourde du fait que nous n'avons pas été une région industrialisée au XIXe siècle, lorsque la civilisation méditerranéenne a cédé la place à ce que j'appelle la civilisation hercynienne, celle du charbon, qui était la seule source d'énergie connue et employée par l'industrie. Ici, on est resté dans une économie millénaire traditionnelle, tandis que les pays septentrionaux prenaient un énorme développement. Alors, nous ne voulons pas, évidemment, ici avoir une économie qui ait tous les inconvénients écologiques et humains de l'industrie du charbon, mais tirant le profit de cette expérience, essayer tout de même de donner de l'emploi pour avoir un mode de vie, un niveau de vie comparable à celui des autres régions, mais si possible en maintenant les qualités anciennes et traditionnelles de ce pays. Alors voilà la nouvelle phase de développement de l'aménagement de l'ensemble de cette côte. Les 10 ou 15 ans qui vous paraissent longs et qui, je l'espère, s'ils ne dépassent pas ce délai, apporteront à ce pays une nouvelle activité qui sera d'ailleurs à l'origine d'industrie agricole alimentaire et seront sans doute alors les éléments d'assimilation d'une industrie plus large qui équilibrera beaucoup mieux l'économie de ce pays et surtout répartira mieux l'emploi. Vous venez de le constater, ce pays est beau. Il mérite qu'on le voie, qu'on le visite. Mais il faut aussi pouvoir y séjourner. Et pour pouvoir y séjourner, il faut l'équiper. Il faut aménager ses sites. C'est l'œuvre de la commission interministérielle de l'aménagement du littoral qui est chargée de cette œuvre importante et dont le président, M. Racine, va vous dire ce qui est prévu et ce qui déjà est entrepris. Vous vous demandez certainement pourquoi le gouvernement a lancé l'an dernier cette vaste entreprise d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon dont cette émission est l'objet. Il a trouvé paradoxal qu'alors que les touristes se pressent par millions vers nos côtes méditerranéennes, 180 km de littoral restent presque vierges en dépit d'efforts déjà importants. 3 raisons ont conduit l'État à prendre en main la direction de cette très vaste entreprise. La première de cette envergure. D'abord, la nécessité d'un plan d'ensemble. Pour la première fois, un plan régional d'urbanisme a été établi par des architectes, contrôlés par nos tacticiens et approuvé par le gouvernement. En second lieu, l'importance des équipements nécessaires justifiait l'association de l'État, des collectivités locales et de toutes les ressources privées. Ces équipements sont d'abord les équipements de base que l'État prend directement en charge. Les routes, les ports, l'assainissement, la recherche d'eau potable, la démoustication. Les collectivités locales que nous voulons politiquement associer à cette œuvre, c'est-à-dire les départements essentiellement et les communes intéressées, assureront la mise en état des sols, des stations que l'État va mettre en valeur. Elles rétrocéderont ces terrains aux groupements et aux particuliers dans le cadre d'un cahier des charges approuvé par le gouvernement. Enfin, le secteur privé va jouer un rôle décisif dans cet aménagement. C'est lui, en définitive, qui va construire les hôtels, les villas, les maisons, les camps de vacances. Et le secteur privé, c'est vous tous. D'abord, les groupements spécialisés, financiers, immobiliers, mais aussi tous les groupements sociaux, maisons de jeunes, groupements de tourisme, et enfin les salles particuliers qui voudront acquérir du sol pour y bâtir leur villa. Une troisième raison a conduit l'État à intervenir. C'est qu'en dépit de l'extension considérable des loisirs et du tourisme,
Le tourisme n'est pas accessible à tous aujourd'hui. La côte du Languedoc-Roussillon est l'occasion de réaliser une première entreprise de tourisme pour tous. Non seulement dans nos stations, nos architectes vous en parlent, il y aura des aménagements de toutes catégories, mais nous avons l'intention de vendre à un prix social différentiel, c'est-à-dire meilleur marché, le terrain en groupements sociaux. Pour réaliser cette vaste entreprise, l'administration elle-même a dû s'adapter, car elle est trop cloisonnée pour mener à bien une œuvre exigeant synthèse de la conception et coordination de l'exécution à tous les instants. Une mission interministérielle a été créée auprès de la délégation de l'aménagement du territoire. Elle comprend les 5 ministères principalement intéressés, le commissaire au tourisme, le préfet de la région de Montpellier et son secrétaire général, M. Pierre Reynaud. Elle a délégation du gouvernement pour établir le plan et le faire exécuter par l'ensemble des administrations de Paris et de province qui travaillent au profit de l'œuvre commune. C'est un chef d'orchestre à qui le gouvernement a donné mandat d'agir et de réussir, et c'est ce qu'elle compte faire. Voilà, 3 hommes, 3 discours, 3 références, 3 relations aux espaces littoraux, et vous avez entendu, des espaces vierges ou mal utilisés. Donc je vous propose de passer maintenant à la partie plus formelle sur un essai de rassembler les différents discours que vous avez entendus sur le littoral et son aménagement. Donc d'abord, mon premier point était effectivement d'incarner ça dans des hommes, dans des discours et dans des valeurs. Alors, ça paraît souvent accessoire de rappeler que les questions d'aménagement du territoire, les questions de développement, si elles sont souvent incarnées dans du dur, dans des bâtiments, dans des routes, dans des infrastructures, elles sont aussi beaucoup à la base liées, vous l'avez entendu, à des façons de penser et d'avoir une vision de l'aménagement du territoire, d'un rapport à l'espace particulier, d'avoir un rapport à l'environnement qui est loin d'être partagé. Et cette forme parfois de naturalisation d'un aménagement du littoral, en fait, il n'a rien de naturel, cet aménagement du littoral languedocien. Et je voudrais passer par quelques éléments pour vous montrer, regardez, dans le système des croyances catholiques, ici vous avez un prêtre états-unien qui représente un bassin versant, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, et vous le voyez, il n'y a rien d'évident à venir s'installer, à développer ce qui est la porte de l'enfer par rapport au système plutôt élevé, la montagne, proche du Seigneur. Et on voit très bien que les zones humides, le littoral, et ce qui est encore plus après, c'est vraiment le monde de l'enfer. Donc les croyances, les systèmes de valeurs, les représentations, les imaginaires s'affrontent aussi pour savoir quel espace on aménage et comment on l'aménage. L'autre élément qui déconstruit un peu cette naturalisation de l'aménagement du territoire de la côte, c'est de remplacer le Languedoc-Roussillon et maintenant la partie littorale de l'Occitanie dans une trajectoire démographique, là aussi, qui montre un certain nombre de processus, que ces processus d'aménagement sont venus considérablement accélérer. Vous avez ici 2 cartes de la répartition de la population à la fin du 19e siècle et à la fin du 20e, 1891 et 1982. On voit très bien un processus, en l'espace d'à peine un siècle, 4 générations, qui montre à la fois les pleins et les vides et la vitesse de ces processus. Et puis, bien évidemment, la dernière carte contemporaine pour montrer la fin du processus avec littoralisation de la population et urbanisation de cette population autour d'un certain nombre de pôles. Et on voit vraiment cette région Languedoc-Roussillon, ex-Languedoc-Roussillon, des vides et des pleins. Derrière ces mouvements démographiques, il ne faut bien sûr jamais oublier qu'il y a de la mise en valeur des espaces et qu'en l'espace de quelques temps, de quelques décennies, le modèle économique du Languedoc-Roussillon s'est considérablement transformé pour passer d'une économie plutôt focalisée sur la montagne, la garrigue et la plaine, où l'espace littoral finalement était aux marges des systèmes de représentation de valeur et de mise en valeur, à aujourd'hui, et surtout depuis le second XXe siècle, un espace qui voit des modalités de développement mettre en tension l'ensemble des territoires, avec certes des pressions qui peuvent varier dans le temps, mais aussi dans l'espace. Derrière ce système de dénaturalisation des phénomènes d'aménagement du territoire et des populations qui sont derrière, on voit bien que les rapports à l'espace sont complètement différents et
Je reprends ici l'ouvrage d'Alain Corbin sur le territoire du vide. Le littoral n'a rien de naturel dans son exploitation ou dans sa mise en valeur ou dans son habitation. Et on voit bien à travers le discours des textes de Gaston Bessette comment on peut développer des formes de relations très sensibles, très proches, très territorialisées avec un certain nombre d'espaces, comme les espaces littoraux, comme ici les espaces lagunaires. Et on voit bien comment finalement ce rapport sensible aux espaces sont souvent à la base des processus d'aménagement parce qu'ils projettent dessus une certaine vision de ce que doit être à un moment donné un espace et comment une société définit ce qui relève de la nature ou ce qui n'en relèverait pas. Sur la question environnementale, un petit texte ici rapidement de 1953 pour vous montrer que, comme le dit Philippe Lamour, la problématique de la protection des espaces littoraux ne date pas, comme souvent on fait avec des grandes dates, à la création d'institutions comme le Conservatoire du littoral, même si cette institution a fait beaucoup pour la protection de ces espaces. On voit effectivement que dans la fièvre de la reconstruction, on s'intéresse d'ores et déjà, effectivement, en 1953, Philippe Lamour le dit, dans le plan de 59 aussi, cette question de la prise en compte de la dimension environnementale est présente. Donc le réveil des sociétés littorales, et notamment languedociennes, ne date pas d'une dizaine d'années ou d'une trentaine d'années. On peut aussi repenser à tout ce qu'on peut lire dans les archives dès le XIIe siècle sur la forte implication des populations locales à la conservation des milieux dans lesquels ils tirent leur subsistance. Donc, cabanes, lagunes et les autres figures littorales sont façonnées par des représentations, des usages, des pratiques, des nominations. J'espère que vous avez vu à travers les courts extraits la façon différente de nommer une lagune, à la fois réservoir d'aquaculture ou alors refuge pour les populations, chez Gaston Bessette. Et donc on voit bien les contradictions et les flux contradictoires entre des pensées sur ce que doit devenir un espace et comment il doit être aménagé. Alors je reprends les figures tutélaires de cet aménagement littoral en mettant ici à la fois le texte issu du journal officiel qui crée en 1955 la Compagnie nationale d'aménagement du Baronne et du Languedoc, la figure de Philippe Lamour qui en prend la direction, et puis une petite citation pour vous montrer à la même époque comment était considérée effectivement la nature, essentiellement en termes de déséquilibre de ressources entre un Rhône qui coule et puis une terre inexploitée, sous-développée. C'est dans ces termes-là que le Languedoc est désigné dans les archives du ministère du Plan. Et donc il suffit en gros de mettre en adéquation des ressources à un endroit et de les mettre à disposition ailleurs. Sous-entendu bien évidemment qu'en plus tout ce qui n'est pas utilisé, notamment ici du Rhône, est considéré comme perdu. Donc on peut voir aussi en quelques années comment les discours sur à la fois la compréhension des mécanismes environnementaux et notamment ici hydrologiques et leurs conséquences quand ils ne sont pas pris d'une manière globale ont progressé par rapport à cette vision qui quand même à l'époque s'appelait une gestion intégrée des cours d'eau, mais elle visait à une gestion intégrée dans le sens où elle visait à l'exploitation intensive et totale de la moindre goutte d'eau, selon les déterminants issus du XIXe siècle, de la maîtrise de la nature. Alors Philippe Lamour, il est souvent présenté comme effectivement le père de l'aménagement hydro-agricole du territoire languedocien. Alors il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Alors si effectivement, comme il le dit dans sa vidéo, lui l'a mis en œuvre, petit quiz, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non. Alors le vrai père de l'aménagement du Languedoc-Roussillon, il est ici. Il a mis son nom au fronton de l'usine BRL, c'est Aristide Dumont, c'est un ingénieur du XIXe siècle, car le projet d'équipement hydraulique du Languedoc-Roussillon date de 1874. Ces grands ingénieurs saint-simoniens, pétris d'intérêt général et d'intérêt public, via l'infrastructure et via l'intervention de l'État, a pensé un aménagement qui ne part pas du nord de Arles jusqu'à Narbonne, mais carrément depuis le sud de Lyon jusqu'aux plaines narbonnaises. Donc il y a aussi ce temps long de l'aménagement et cette reprise par les grands commis de l'État de l'après-Seconde Guerre mondiale,
4e puis ensuite 5e République, de projets fort anciens. Et donc la première brique de base de l'aménagement de ce territoire languedocien, il faut souvent le rappeler, elle est d'abord hydraulique et agricole par l'apport de l'eau du Bas-Rhône via une infrastructure qui prend l'eau dans le Rhône. Et c'est, je dirais, le premier type de rêve que l'on peut, le rêve américain. Alors il se décline de deux manières en Languedoc-Roussillon. C'est d'abord le rêve californien, c'est transformer cette région malade de la monoculture de la vigne, de ces paysans viticulteurs incapables de tirer profit de leur territoire, tel que c'est nommé, ce territoire vierge et inexploité, qu'il suffit en gros de valoriser par l'apport d'eau. On voit bien aussi les références quasi bibliques et eschatologiques à ce genre de discours. En tout cas, c'est par la maîtrise du foncier pour l'agriculture et la maîtrise de l'eau et son apport, une concession depuis le Rhône de 75 mètres cubes secondes, ce qui vous donne à peu près le débit de la Seine, donc une région méditerranéenne qui se voit dotée d'un fleuve avec une alimentation pérenne. Voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Et puis systématiquement, j'ai aussi pris le parti pris de vous dire finalement de ces grandes opérations, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. Aujourd'hui, il en reste ça. Il en reste un réseau hydraulique régional qui, dans sa phase dernière, le fameux projet Aqua Domitia, le maillon ici en rouge, vise à confronter et à développer encore plus l'agriculture, et pas n'importe laquelle, la viticulture, celle justement qui devait être remplacée dans les années 50-60. On voit aussi les logiques d'aménagement, comment elles peuvent changer de visage, et puis développer les usages à la fois urbains, récréatifs et touristiques. Deuxième politique d'aménagement, 63-83, on est ici donc sur la mission Racine, 25 ans à peine, 20 ans, moins qu'une génération, donc moi j'ai pas connu ça, mais je m'imagine les gens qui ont habité ici, comment ils ont vu transformer leur environnement en très peu de temps. Moins d'une génération, c'est fantastique, avec des guillemets, de pouvoir vivre ça. Et donc le deuxième rêve, après la Californie, c'est la Floride, avec, vous le voyez, l'arrivée du Concorde. Alors je ne sais pas où c'est qu'on l'aurait fait poser, mais on aurait tout sûrement trouvé une place peut-être sur la mer. Mais en tout cas, voilà, c'est le modèle qui est pensé, avec le livre qu'a écrit Pierre Racine, dont je vous conseille la lecture, et notamment un certain nombre de verbatim sur la façon dont sont considérées les populations et les territoires du littoral languedocien à cette époque. En tout cas, c'est vraiment une vision transformative, profonde, des paysages, certes, mais aussi de tout ce qui relève de la gestion des ressources, tout ce qui relève de la transformation des flux financiers, tout ce qui relève du fonctionnement politique, du fonctionnement économique de la société. Donc derrière ces transformations d'aménagement, derrière ces immeubles ou ces canaux, il y a une transformation profonde des économies, des sociétés et des populations qui y vivent. Transformation, effectivement, des lieux, des paysages. Ici, c'est une photo à deux moments différents de la Grande Motte. Alors, le mas de la Grande Motte, pour ceux qui connaissent, qui ont regardé les images d'archives, et puis le mas de la Grande Motte tel qu'il est pensé aujourd'hui. Donc, transformation profonde des dynamiques environnementales et des paysages en quelques années. Alors souvent, là aussi, dans le discours un peu commun, pour passer vite, on a l'impression que ces opérations de transformation et d'aménagement du territoire, ce sont un peu des villes ou des processus champignons qui émergent comme ça rapidement, alors de la planification, etc., etc. Et si on revient à une échelle un petit peu plus fine, ces opérations, les deux dont je viens de vous parler, elles n'auraient jamais pu fonctionner par la maîtrise de deux éléments, la terre et l'eau. Et on voit se développer partout, entre la façade littorale et l'arrière-pays rétro-littoral, ce qu'on appelle aujourd'hui, des ouvrages, petits, gros, moyens, des recalibrages de cours d'eau, pour justement orienter, maîtriser et diriger les flux. Alors il n'y a pas que les flux d'argent, il n'y a pas que les flux d'information, il n'y a pas que les flux autres, il y a aussi des flux matériels à connaître, à contraindre et à évacuer le plus vite possible. Vous voyez ici la tête des cours d'eau et les types d'aménagement pour essayer. Alors la particularité des mini littoraux, c'est qu'ils sont à l'aval de système, donc il faut combattre l'eau douce, il faut limiter l'apport d'eau salée et il faut réguler l'eau saumâtre. Donc on n'a pas un type d'eau, on a trois types d'eau qui se mélangent et qui donnent des configurations particulières, propres ou impropres à l'agriculture, propres ou impropres à la consommation,
etc., etc. Alors aujourd'hui, ces opérations profondes d'aménagement, hein, donc si je fais le lien, c'est de ne pas oublier que la Grande Motte n'aurait pas pu exister sans l'apport d'eau du Baronne, hein, donc de l'entreprise hydro-agricole à l'entreprise hydro-agricole foncière et d'eau potable. Hein, c'est une société vraiment absolument tentaculaire qui s'est développée. Et donc le lien entre les deux opérations d'aménagement se fait pour apporter de l'eau. Alors qu'est-ce que ça produit aujourd'hui? Alors un exemple, celui des Temps de l'Or. Alors effectivement, on parle souvent d'adaptation des territoires méditerranéens au changement climatique, qui est effectivement une vraie question, mais cette adaptation et les potentialités de ces territoires à s'adapter, ils sont loin d'être égaux pour tous ces territoires. Et vous avez notamment ici le territoire des Temps de l'Or. Si on additionne tous les usages confondus, tous les usages, 75% d'entre eux proviennent du Baronne et donc du Rhône. Et donc effectivement, à quelques kilomètres de là, quand vous êtes sur un système, alors pas le Lez, mais plus loin sur l'Hérault, vous n'avez pas les mêmes capacités d'adaptation, parce que les ressources ne sont pas les mêmes, parce que l'histoire de l'aménagement n'est pas les mêmes. Et donc du coup, dans ce grand littoral que l'on perçoit souvent de manière parfois un peu trop homogène, en fait, quand on regarde à une échelle beaucoup plus fine, les capacités d'adaptation et les problématiques sont loin d'être les mêmes, et donc du coup, la capacité d'adaptation de ces territoires sont loin d'être les mêmes. Alors, ici, c'est plutôt pensé comme une sécurisation, mais est-ce que de dépendre à 75% d'une seule ressource, est-ce que ce n'est pas aussi accentuer une forme de dépendance et donc du coup s'exposer aux effets encore plus forts qui viennent notamment en termes d'épisodes de sécheresse et dans un contexte où l'économie résidentielle, l'économie urbaine et l'économie touristique croissent. Sur ce littoral qui est pluriel et qui est loin d'être homogène dans sa gestion, encore une fois, juste quelques petits éléments. Hein. On part de 1963, les deux plans d'aménagement, les deux grandes politiques nationales d'aménagement sur des bases régionales, hein, qui sont quand même une des caractéristiques fortes de la transformation de nos territoires depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis, la question environnementale, qui arrive, alors je vous l'ai dit, en 1953 déjà, c'est présent chez les scientifiques, mais la création d'institutions comme le Conservatoire du littoral pour gérer, toujours avec l'approche foncière, on voit un des nœuds du problème, c'est la maîtrise foncière qui est là, et puis ensuite, pour juguler ce phénomène d'urbanisation, une autre couche, cette fois-ci réglementaire, avec la loi littorale. Alors c'est souvent présenté, et on peut le voir comme une continuité historique. Mais en fait, s'il y a continuité historique, il y a aussi rupture dans les modes de fonctionnement, dans les modes de gestion, et à la question de l'aménagement hydro-agricole et touristique, un troisième usage ou un quatrième usage arrive progressivement, c'est la question de la place de l'environnement dans cet ensemble aménagé sur le littoral. Et donc comment l'environnement et la conservation des espèces et des espaces s'insèrent dans ce jeu où l'accès aux ressources, et notamment foncières, sont extrêmement sujettes à enjeux et parfois à conflits. Je vous l'ai dit, continuité, mais aussi, des fois, la continuité, elle n'est pas toujours là où on la croit. Le Conservatoire du littoral, Mission Racine, bon, eh ben, figurez-vous qu'il y a un lien, je dirais presque organisationnel, c'est rapidement dit par Pierre Racine, le secrétaire général de la Mission Racine, M. Pierre Reynaud, sera le premier directeur du Conservatoire du littoral. Et donc finalement, on voit bien comment, à la fois phénomène de rupture dans les approches en termes d'aménagement, mais continuité dans les personnels, les logiques, qui viennent apporter une nouvelle façon d'aménager et de penser ce littoral, et non encore une fois par les hommes. Continuité dans les institutions par le transfert notamment d'une partie des cadres dirigeants d'un esprit aménageur à un esprit conservateur. Et tous les travaux aujourd'hui menés par les historiens de l'environnement sur la constitution du Conservatoire du littoral montrent les profonds conflits qu'il y a eu en son sein pour que finalement la question environnementale supplante la question de l'aménagement, pour que le Conservatoire du littoral soit un outil pour, d'une certaine manière, contrer ces phénomènes d'urbanisation et ne soit pas une institution pour accompagner, avec des compensations, l'urbanisation littorale. Ça change aussi un peu la vision prospective. En termes d'acteurs, alors j'ai pris celui-ci, j'en aurais pu en prendre d'autres, mais souvent on appelle le littoral en mouvement.
Alors effectivement, le littoral en mouvement, ce n'est pas qu'une figure de style. Ce qui est dit ici dans le plan, la stratégie d'intervention, on le voit bien, c'est 26 communes qui relèvent de la loi littorale, c'est 24 000 hectares d'étangs et de lagunes, c'est 90 km de côte, c'est 12 000 hectares protégés par le conservatoire, c'est 2 zones humides d'importance internationale, labellisées Ramsar, c'est 215 ouvrages de protection. Donc finalement, on voit bien comment ce littoral il est multiple, comment les couches successives d'aménagement s'imbriquent, se confrontent, se mixent dans aujourd'hui ce qui est la problématique de la gestion du littoral et surtout de sa gouvernance. La plage, autre élément en bout de piste, avant de tomber dans la mer, la plage. La plage, elle a été le lieu, vous l'avez vu, et c'est quand même à souligner, de la mise en pratique du tourisme des catégories sociales à bas revenus, on va dire. Je ne vais pas vous faire un historique ou vous raconter ma vie personnelle, mais moi qui suis de Grenoble, je peux vous dire que dans les banlieues ou les villes industrielles, quand on parle de la mer, en 1984, on ne va pas à Marseille, on ne va pas à Nice, on va en Languedoc-Roussillon, on va à Palavas. Les économies s'investissent dans les immeubles de Palavas. Lyon, Grenoble, Chambéry, toutes les vallées industrielles des Alpes, c'est Palavas, c'est les vacances pour les couches les plus défavorisées. Donc effectivement, il y a à la fois cette transformation, à la fois cette transformation dure et difficile, mais il y a aussi de l'autre côté cette ouverture d'un espace à des catégories sociales qui ne sont pas celles qui vont faire du tourisme de l'autre côté du Rhône, du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, dans ce système de gestion et de gouvernance du littoral, dont vous avez vu les multiples échelles et les multiples acteurs, il y a aussi des multiples systèmes qui s'imbriquent, d'où la difficulté de les gérer et de les gouverner. D'abord des systèmes économiques. La plage, c'est les paillotes aussi, au-delà de la pratique, je dirais, du bronzage. Et à côté de ces systèmes économiques, certains, pour un certain nombre d'entre eux, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de paillotes, sont directement confrontés à d'autres types de dynamiques et à d'autres types de systèmes qui, eux, sont d'autres types de temporalité, qui est la question de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer. Et on le voit, ces dernières années, on a, je crois, de mémoire, divisé par 2 le nombre de concessions accordées aux paillotes sur le littoral, parce que finalement, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place et il faut en faire de la place pour d'autres. Et donc, on réduit le système d'activité. Et on voit bien que, finalement, ces capacités d'adaptation, elles vont faire à la fois des gagnants, des perdants. Et dans ce système extra-concurrentiel, il est difficile toujours de se trouver une place. Ces systèmes environnementaux, avec la puissance de leur inertie, ils posent aussi des questions fortes. Dans la presse ces derniers jours, il y a eu l'intervention de M. Linares qui dit qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher de s'adapter, il faut reculer. C'est plus la peine d'essayer de lutter. Donc on voit bien finalement où on recule, où on reste, comment on recule, où on met les gens. Et là aussi, on voit le changement sémantique dans le recul stratégique à la gestion adaptative, parce qu'on ne déplace pas des populations comme ça. Donc des systèmes économiques d'usage, des systèmes environnementaux, des systèmes de droit et de propriété, puisque là aussi, on a souvent tendance à voir dérouler le long flot de la mission Racine qui, effectivement, achète des terres au nom de l'État. Mais ce n'est pas toujours pareil, ce n'est pas tout le temps de la même manière. Déjà, quand il achète des terrains, il y a ce qui relève du domaine privé de l'État et ce qui relève du domaine public de l'État. Et donc, du coup, les logiques d'aménagement derrière, ce n'est pas pareil, parce que le domaine privé de l'État, on peut le concéder, voire on peut le vendre. Mais à côté, vous le voyez, entre ici l'étang de l'Or et les Palavasiens, la diversité des statuts fonciers. Donc quand on veut intervenir sur ces territoires, que ce soit pour la protection de la biodiversité, que ce soit pour le recul stratégique au nom du déplacement des personnes, on bute encore une fois sur un de ces éléments fondamentaux en termes de ressources, qui est la question foncière. Comment on gère cette diversité et cet émiettement des acteurs et des périmètres. Un autre élément pour revenir à la question de l'État. C'est un guide qui vient d'être sorti par le préfet maritime sur les systèmes juridiques et réglementaires du littoral. Je ne vais pas vous le commenter, je suppose qu'il parle de lui-même. Regardez les systèmes d'intrication juridique et réglementaire selon les zones du littoral, entre la zone rétro-littorale et la mer. Vous voyez, systématiquement derrière, il faut penser qu'il y a des institutions, et au sein des institutions, des services, et derrière des services, des hommes et des femmes,
qui travaillent à faire appliquer la réglementation et les systèmes juridiques. Dans des systèmes, vous l'avez compris, qui sont mouvants, qui sont extrêmement dynamiques. Donc comment adapter les systèmes de droit et appliquer les systèmes de droit dans ces environnements, au gré aujourd'hui, non plus uniquement de l'aménagement ou de la conservation, mais avec l'arrivée de nouveaux enjeux. Donc on n'est plus dans une dualité, dans un triptyque, avec aujourd'hui la question des risques. D'un point de vue politique, la mission Racine, l'aménagement de Philippe Lamour, elle montre cette puissance de l'État planificateur de l'après-Seconde Guerre mondiale. On est sur une vision de l'État aménageur. Mais depuis la mission Racine, d'ailleurs, si elle s'arrête en 1983, ce n'est pas un hasard. C'est 2 ans après la décentralisation. Donc, à côté de tous les autres systèmes dont je viens de vous parler, bien évidemment qu'il faut composer avec des systèmes de pouvoir qui n'ont plus rien à voir avec ceux de la mission Racine et qui sont en perpétuelle modification, notamment liés, pour la dernière en date, à la réforme territoriale qui renvoie un système de compétences dans le jeu d'acteurs, qui en enlève à certains, qui enlève d'autres, qui réalloue des moyens, qui définit des politiques publiques qu'il faut aujourd'hui décliner aux différentes échelles et repris en main par les différents acteurs. Donc du coup, toujours pour rester dans cette idée d'incarner par des hommes les problématiques, vous regardez aujourd'hui la gouvernance du littoral du golfe d'Aigues Mortes, elle s'incarne non plus uniquement par Philippe Lamour ou Pierre Racine, mais par les présidents des 4 EPCI, ici, qui posent pour la mise en œuvre de cette gouvernance à l'échelle des problématiques ici de la cellule sédimentaire pour des questions d'érosion. Pour conclure, et pour ne pas être trop vide, et pour paraphraser Corbin, finalement, est-ce que notre littoral aujourd'hui, c'est toujours ce territoire du vide ? Est-ce que c'est toujours ce désir de rivage qui l'anime ? Si oui, comment ? Comment le prendre en compte ? Comment assurer à la fois la préservation des systèmes de biodiversité, la protection par rapport aux risques, le développement économique, l'accès de ce territoire à toutes les populations, qu'elles soient riches ou non, en vue aujourd'hui de nouveaux types d'enjeux. Alors pourquoi je vous ai pris le moustique ? Parce que le moustique, il est aussi pour moi un de ces marqueurs qui montrent que, pour revenir et reboucler sur ma maîtrise des flux et notamment des flux d'eau, quand vous avez un flux d'eau qui est organisé pour produire de l'agriculture intensive, puis un flux d'eau qui est organisé pour protéger la biodiversité, ce n'est pas le même qui doit être mis en place pour lutter contre le moustique. Et donc aujourd'hui, le système de circulation des ressources au sein de ce littoral et notamment dans les zones humides sont confrontés à la façon dont on réorganise les flux d'eau dans le temps, dans l'espace et en fonction des périodes, dans un système où aujourd'hui les limites entre les moustiques urbains et les moustiques des zones humides sont complètement floues dans un paysage effectivement où la périurbanisation et l'économie touristique a continué à brouiller les cartes. Des plans de planification et puis bien évidemment réinventer des nouveaux littoraux dans ce contexte-là. Alors effectivement, c'est évidemment un enjeu majeur. Il y a 60 ans, un certain nombre d'hommes s'y sont confrontés. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui nous n'arrivions pas à relever aussi les défis qui sont les nôtres en ayant comme boussole à la fois les dynamiques sociales pour qu'elles soient inclusives, qu'elles protègent ces populations et les environnements dans lesquels elles vivent de manière à ce que demain, ce littoral ne soit pas uniquement réservé à ceux qui pourraient et qui pourront s'adapter. Voilà. Je vous remercie et bonne soirée.